date du 9 mai nous relie particulièrement à Luxembourg. Et dans ce contexte, l'université est impliquée d'une manière spéciale et d'une manière, je dirais, affective. Pourquoi? Parce que sur le site de Bénéval fut réalisé en 1963, le 30 avril, plus précisément, la première coulée d'acier de l'ACK, ce qui a rendu effective la cohésion européenne de la première communauté. Et également parce que l'Université de Luxembourg veille depuis 2016 sur la maison de Robert Schuman, dont le Luxembourg Center for Contemporary and Digital History donne la vie, la programmation scientifique. Notre implication est encore davantage nuancée pour la fête du 9 mai. D'abord par les missions de l'université de promouvoir l'éducation citoyenne, l'éducation en faveur des valeurs européennes, l'éducation en faveur de l'Europe tout court, mais également parce que le 9 mai fut déclaré l'année passée comme jour férié par les autorités luxembourgeoises en guise d'engagement pro-européen et aussi pour signifier le rôle pionnier que le pays a joué dans le processus de la construction européenne. Donc, nous voilà réunis autour d'un jour particulier à multiples significations, dans un format assez non conventionnel qui est ce webinaire. C'est le premier, on va poursuivre sur cette voie. Et on vous proposerait de parcourir ensemble avec nous, avec l'équipe de l'ESIC, moi-même et mon collègue Johanna da Silva, plusieurs étapes autour d'un orateur invité et aussi de moments et aussi de moments exquis liés notamment au passé et liés notamment au reflet du passé à travers les archives. Donc, on vous propose un exposé qui aura comme protagoniste M. Étienne Deschamps, historien au service de recherche parlementaire du Parlement européen, qui est un réputé historien, un fin connaisseur de la période qu'on traite aujourd'hui et qui est invité en tant qu'expert et non pas en tant que porte-parole du Parlement européen, vous l'aurez compris. Par la suite, on vous invite à revenir aux sources du projet européen à travers un document d'archives et aussi à travers une exposition qui est le fruit de la collaboration entre la direction des bibliothèques et des instruments du savoir du Parlement européen et des archives du Parlement européen. Excusez-moi. Et je voudrais à ce propos remercier de manière particulière Ludovic Delpine, le chef d'unité des archives du Parlement, qui nous a mis à disposition cette exposition, qui sera d'ailleurs présentée par Johanna da Silva. Et on vous invitera également à participer à la discussion à travers vos questions que je vous invite à rédiger par écrit. Ils vont s'afficher dans le panneau, dans l'écran qui est à la droite de l'ordinateur et auquel les chances seraient un plaisir de donner suite. Sans tarder, je vous souhaite une bonne conférence virtuelle sous le signe de l'Europe et je passe la parole à notre orateur invité. Monsieur Deschamps, la parole est à vous. Merci beaucoup Elena. Et à mon tour, avant de commencer cette présentation un peu originale, vous l'avez dit, de l'histoire et du rappel de l'événement historique qui a été celui du 9 mai 50. Je voulais vous remercier d'abord pour votre invitation et pour votre sollicitation et pour l'aide logistique, pratique et technique apportée à la réalisation et à la préparation de cet événement. Ce que je voudrais aujourd'hui, c'est rappeler quelle a pu être l'importance dans l'histoire de la construction européenne bien sûr, mais dans l'histoire de l'Europe en général, le rôle de la déclaration Schuman du 9 mai 50. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité intituler cette intervention sous une forme interrogative.
déclaration Schuman était-elle un jalon fondateur pour l'Europe? Et on va voir ensemble quelle est la réponse à apporter à cette question. Avant d'entrer dans le détail de la déclaration Schuman en tant que telle, je pense qu'il est très important de planter le décor pour comprendre le contexte général, le contexte de l'époque. Tout simplement parce qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est vaincue. L'Europe est un continent vaincu, est un continent à genoux. Alors bien sûr, on le sait, la France et la Grande-Bretagne font figure de vainqueurs face à l'Allemagne hitlérienne, qui a perdu la guerre, qui est anéantie, qui a dû capituler. Mais en réalité, la Grande-Bretagne, elle est épuisée, elle est ruinée, elle est à bout de souffle à la suite de ce conflit. Et la France, qui a été occupée par l'ennemi et en partie détruite par les combats du début et de la fin de la guerre, lors de la libération, ne peut plus prétendre assurer sa défense et encore moins sa reconstruction seule, toute seule, c'est-à-dire sans l'aide des Alliés. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'on se situe déjà dans un contexte de guerre froide. Et ce qui fait que pour la première fois de son histoire, l'Europe divisée est dans la dépendance de deux grands pays extérieurs, de deux grandes puissances mondiales, qui sont les États-Unis et l'Union soviétique, qui sont en réalité les deux grands vainqueurs incontestés de la Seconde Guerre mondiale. Alors dans ce contexte extrêmement difficile, tendu et risqué, si j'ose dire, pour l'Europe et pour son avenir, eh bien évidemment l'Europe de l'Ouest cherche une solution pacifique et surtout durable et pratique. Alors sans surprise, les ennemis héréditaires que sont l'Allemagne et la France sont au centre de tous les projets de reconstruction, de reconstitution d'un nouvel ordre européen. Alors, la France est parfaitement consciente que, et cela depuis déjà quelques années, depuis en gros la fin de la Seconde Guerre mondiale, 1947-48, la France est parfaitement consciente que le Royaume-Uni refusera de participer à une Europe si elle est structurée sur une base supranationale. Alors, supranationale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une base qui implique un transfert de souveraineté nationale. Et donc, la France est parfaitement consciente de la position britannique à cet égard, et donc la France sait qu'elle doit se tourner inévitablement vers son voisin allemand. Alors ça, c'est évidemment beaucoup plus facile à dire qu'à faire, parce que la question des grands bassins industriels en Allemagne, dans la vallée de la Ruhr notamment, mais aussi dans la Sarre, cette question envenime, intoxique, si j'ose dire, les relations entre les deux pays. Quelques années donc après la fin de la guerre et de l'occupation nazie, les Français, par ailleurs, il ne faut pas l'oublier, sont hantés par la menace allemande et par un éventuel retour de cette menace allemande. Et puis la région de la Ruhr, je l'ai mentionné, qui symbolise véritablement la puissance industrielle, mais aussi militaire de l'Allemagne, devient donc un enjeu stratégique de première importance. C'est la raison pour laquelle, dès 1947-1948, cette région particulière de la Ruhr est placée sous le contrôle d'une nouvelle organisation, une organisation internationale et alliée, qu'on appelle l'Autorité internationale de la Ruhr, dont le but est en fait de réglementer la production, l'exportation et la répartition entre les alliés du charbon et de l'acier qui sont produits sur place. Alors évidemment, cette situation, on le devine, suscite des protestations en Allemagne, des protestations qui sont de plus en plus vives, parce que la France, de facto, s'assure un accès privilégié aux ressources minières, aux ressources sidérurgiques allemandes, dont elle a, je l'ai dit, je crois, absolument besoin pour assurer sa propre reconstruction. Et puis dans le même temps, deuxième pôle de discorde, le territoire de la Sarre, qui a été territoire frontalier de la Sarre, qui a été retiré à l'Allemagne à la fin de la guerre, et puis qui depuis 1947 constitue une région qui est économiquement rattachée à la France. Et même si cette région jouit d'une autonomie politique, en fait, le gouvernement régional de la Sarre reste sous la tutelle d'un représentant français. Alors, chacun, y compris en France, est bien conscient dans ce contexte que ces solutions, qui sont en Allemagne évidemment perçues comme punitives, comme humiliantes, comme vexatoires, ces solutions ne peuvent être que temporaires. Et chacun est conscient que l'Allemagne de l'Ouest, qui finalement n'a été fondée qu'en 1949, qui est un jeune État, doit pouvoir retrouver assez rapidement sa place sur l'échiquier international. Donc, alors que les tensions Est-Ouest s'intensifient, il devient de plus en plus urgent de chercher d'autres solutions diplomatiques. Et puis, dernier élément qu'il faut aussi garder à l'esprit, c'est que les dirigeants américains,
qui souhaitent que l'Europe occidentale s'unisse et se renforce face à la menace communiste, les dirigeants américains font pression de plus en plus fort sur la France pour qu'elle trouve, pour qu'elle avance une solution rapide. Dans cette situation, on est étonné quand on consulte les archives de l'époque de constater à quel point nombreux sont les intellectuels, les journalistes, les membres d'associations militantes pro-européennes, qui élaborent des projets plus ou moins réalistes pour permettre un rapprochement économique et politique entre les deux pays, puisqu'il est assez clair en 1950 qu'il n'y a pas d'autre voie possible. Alors, ayant grandi à Luxembourg, où il est né, et il est aussi très proche culturellement de l'Allemagne en raison de son histoire personnelle, il a notamment fait toutes ses études universitaires en Allemagne, le ministre français des Affaires étrangères, Robert Schuman, enfin lui, cherche lui aussi un moyen original de faire de ces, je dirais, facteurs de division des ferments, des sources d'unité pour l'avenir. Alors, Robert Schuman fait plancher depuis des mois et des années déjà ses services et ses collaborateurs sur toute une série d'options possibles, mais au printemps 1950, aucune de ces options ne le satisfait vraiment. Notamment, on a parfois oublié que le Conseil de l'Europe, qui a été créé et installé à Strasbourg depuis 1949, ne permet pas une voie de solution, tout simplement parce que le Conseil de l'Europe, c'est une organisation strictement intergouvernementale et manifestement, elle n'est pas à la hauteur des enjeux du moment. Schuman, ça le sait, il le sait parfaitement bien. Et donc, Schuman, au printemps 1950, voit les enjeux qui sont face à lui, est parfaitement conscient de l'urgence de la situation, conscient des moyens dont il dispose, mais il cherche une idée, il cherche un plan pratique et concret. Et c'est à ce moment-là qu'il est contacté par Jean Monnet. Jean Monnet qui dirige à Paris une administration qui est chargée de la reconstruction et de la modernisation de l'économie française. Alors, Jean Monnet, ça n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui dispose d'une longue expérience internationale, déjà dans la période de l'entre-deux-guerres, et Monnet est persuadé que la prospérité et que le progrès social passent par un rapprochement économique des États européens. C'est la raison pour laquelle, de son côté, il a déjà planché et réfléchi à une solution qui permettrait d'encadrer la mise en commun de la production du charbon et de l'acier des deux pays, France et Allemagne, dans une structure qui, cette fois-ci, serait supranationale, une structure solide, et qu'on appellera, et ici comme ailleurs les mots ont un sens, qu'on appellera haute autorité. Alors, la question qu'on peut se poser, qu'on doit se poser à ce moment-ci, c'est évidemment pourquoi le charbon et pourquoi l'acier? On l'a oublié, mais le charbon et l'acier constituent, après la Seconde Guerre mondiale, des produits de base tout à fait essentiels à l'activité économique. Le charbon demeure de loin la source d'énergie la plus utilisée, et les autorités françaises mesurent combien les industries sidérurgiques et métallurgiques de l'Est de la France, notamment en Lorraine, où vit et où est élu Robert Schuman, ont un besoin impératif d'approvisionnement. Le charbon représente 70% de la consommation d'énergie dans l'ensemble des pays d'Europe occidentale. Or, les plus gros gisements disponibles en charbon se trouvent où? Se trouvent dans la Ruhr. L'acier, de son côté, c'est pas non plus un produit anodin, c'est la matière première pour l'armement et c'est la matière première pour l'industrie en général. Donc, d'un point de vue symbolique, ces deux produits ont une signification particulière, et puis ce sont des signes de puissance économique et militaire. Alors, la création en Europe de l'Ouest d'un pool, c'est le nom qu'on utilise à l'époque, autrement dit, c'est la mise en commun et sous tutelle de produits particuliers, en l'occurrence ici le charbon et l'acier. Donc, la mise en pool de ces deux produits doit permettre, dans l'esprit de Jean Monnet et très, très vite dans celui de Robert Schuman, doit permettre à la France de faire face à ses besoins en matière première, parce qu'elle sait que l'autorité internationale de la Ruhr ne va pas pouvoir perdurer éternellement. Et puis, dernier élément dans ce paysage, je dirais, idéologique de l'époque, c'est que Monnet, Schuman, quand ils réfléchissent aux options et aux solutions possibles, se focalisent, pour les raisons que je viens de vous dire, sur le charbon et l'acier, mais ils espèrent bien qu'à plus ou moins court terme, d'autres produits pourront suivre et permettront eux aussi de poursuivre la construction d'une Europe unie que Monnet et Schuman voient déjà comme les États-Unis d'Europe.
Alors, quand Monet approche Schuman avec son projet de haute autorité pour le charbon et l'acier franco-allemand, Schuman est immédiatement séduit et il est convaincu que ses idées sont les bonnes. Et donc Schuman, en tant que ministre des Affaires étrangères, décide d'assumer la responsabilité politique du projet et de le rendre public. Autrement dit, c'est lui qui prend tous les risques en cas d'échec. Alors, Schuman, donc élu dans la région de Metz, dans la Moselle, où l'industrie sidérurgique est très présente, comprend en fait que le projet que Monet lui soumet présente toute une série d'avantages. Retenons-en ici 3. Le premier, c'est permettre la réconciliation franco-allemande. Le second, favoriser le contrôle de la production de charbon et d'acier entre les pays membres, France et Allemagne, et ceux qui voudront se joindre à eux. Et puis, dernier élément, mettre en marche, enfin et concrètement, le processus d'intégration européenne. Et dans cette affaire, Schuman, bien qu'il soit ministre des Affaires étrangères, n'est évidemment pas le seul à décider. Il doit d'abord convaincre ses collègues au sein du gouvernement français avant d'évoquer son projet auprès de ses interlocuteurs européens. Donc c'est le 3 mai 1950 que Schuman présente son projet, en grande partie préparé et rédigé par Jean Monnet. Schuman présente son projet à ses collègues du gouvernement en insistant beaucoup sur l'importance de garder le secret, pour garder en quelque sorte un effet de surprise. Les milieux industriels, la presse et les parlementaires français ne sont donc pas informés. À l'étranger, idem, peu nombreux sont ceux qui sont dans la confidence. En réalité, seul le secrétaire d'État américain, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères Dean Acheson, et le chancelier allemand Konrad Adenauer, qui lui est bien sûr directement concerné, seuls eux sont informés et ont donné leur feu vert, en tout cas leur soutien à Robert Schuman. On se trouve donc là au début du mois de mai, et Schuman sait que, bien que son idée soit probablement la bonne, le temps presse. Le temps presse parce qu'il s'agit de rendre sa proposition publique avant la prochaine réunion des Alliés, qui est planifiée pour le 10 mai, une réunion sur le statut futur de l'occupation de l'Allemagne. Donc Schuman est pressé, en quelque sorte, de faire enfin, après avoir obtenu le feu vert de des membres du gouvernement dont il fait partie, est pressé de rendre enfin sa déclaration publique. Donc tout est en place dans ces circonstances pour la tenue enfin d'une conférence de presse qui a lieu le mardi 9 mai 1950, la date magique si j'ose dire, dans le luxueux salon de l'horloge du ministère des Affaires étrangères, ou qu'on appelle aussi le Quai d'Orsay à Paris. Alors, plus de 200 journalistes français et étrangers ont été convoqués pour l'événement, sans avoir aucune idée de ce qui les attend. Le secret, je vous l'ai dit, a été très très bien gardé. Simplement, comme ces journalistes ont été prévenus en dernière minute, bien peu ont la possibilité d'être physiquement présents au Quai d'Orsay, dans le salon de l'horloge, le 9 mai, donc le jour où Robert Schuman fait enfin sa déclaration publique. Et en réalité, seuls les journalistes qui sont basés, qui sont déjà à Paris, qui sont sur place, ont eu la possibilité de se rendre à cette conférence de presse. De même, aucun photographe, ni la radio, ni la télévision ne sont présents. Et ça, c'est une petite anecdote, mais la photo que l'on voit, l'enregistrement du discours, sont en fait des photos et enregistrements qui ont dû être faits plus tard, quelques jours plus tard, pour que la postérité, en quelque sorte, garde la trace de cette déclaration, puisque le 9 mai 50, il n'y a finalement pas beaucoup de monde dans le salon de l'horloge pour écouter la déclaration de Robert Schuman. À 18h, donc Schuman fait sa déclaration, d'un ton relativement monocorde, parce que ce n'est pas un grand orateur, il le sait. Le texte a été minutieusement préparé par Schuman, par Monet et, encore une fois, seulement quelques très proches collaborateurs. Je cite un court extrait de cette déclaration. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le rassemblement des nations européennes exige que l'opposition séculaire de la France et de l'Allemagne soit éliminée. Dans ce but, le gouvernement français propose de porter immédiatement l'action sur un point
limité mais décisif. Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune dans une organisation ouverte à la participation des autres pays d'Europe. Alors, faut-il le dire, le discours de Schuman fait l'effet d'une bombe. Beaucoup de commentateurs et de journalistes vont d'ailleurs assez rapidement utiliser cette expression de bombe Schuman pour décrire l'annonce française. Et c'est finalement le but, c'est finalement bien le but qui est recherché, puisque par le biais de cette déclaration, on peut, je crois, appeler révolutionnaire, Schuman et Monnet veulent provoquer une onde de choc pour faire enfin démarrer le processus d'intégration de l'Europe. En d'autres mots, la déclaration de Schuman veut provoquer, je crois, un sursaut psychologique pour emporter la conviction des peuples européens. Et dans cette déclaration, Schuman ne se contente pas de fixer des objectifs. Il suggère aussi l'ouverture de négociations diplomatiques entre les pays qui auront manifesté leur intérêt. Et enfin, la déclaration Schuman trace dans les grandes lignes la mission, les contours, les responsabilités de la future haute autorité, qui est une institution d'une nature jusque-là inconnue sur la scène internationale. En pratique, à travers ce plan, à travers ce projet qu'elle rend maintenant public, la France s'engage à se soumettre sur un pied d'égalité avec l'Allemagne à un contrôle international pour assurer le bon fonctionnement d'un marché commun du charbon et de l'acier qui concernera bientôt près de 155 millions de consommateurs. Alors, Schuman, le 9 mai 50, a donc fait sa déclaration, mais une fois les faits de surprise passés, on se rend compte que l'opinion publique réagit plutôt favorablement à la déclaration Schuman, même si, on peut en être sûr, beaucoup ont du mal à véritablement estimer la portée profonde, les conséquences réelles d'un tel projet. La vérité, c'est que malgré les difficultés techniques qui existent, et on le verra lors des négociations, malgré ces difficultés techniques, les pays européens approchés ne souhaitent pas assister à la construction de l'Europe sans y participer. Et donc, même si tous ne sont pas concernés par les questions charbon et acier avec la même intensité, en raison de la structure économique et industrielle de ces pays, tous comprennent véritablement la portée politique de la proposition française. Et en particulier l'Allemagne, qui, je l'ai dit, cherche à reconstruire sa légitimité démocratique et sa présence internationale. Ceci étant dit, Schuman sait qu'il faut agir vite. Il faut agir vite pour profiter de l'enthousiasme pro-européen qui a été déclenché par sa déclaration. C'est ainsi que 6 semaines plus tard, le 20 juin 1950, 6 semaines plus tard donc, il peut déjà, c'est un miracle, organiser à Paris une conférence diplomatique chargée d'élaborer un traité pour créer ce qu'on va appeler la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ou CECA. Alors, parfaitement conscient que c'est l'idée de la haute autorité en tant qu'institution supranationale qui fait l'originalité et le point fort de son projet, Schuman demande aux diplomates et aux experts présents de donner tout de suite leur accord de principe. Les gouvernements allemands, italiens, belges, néerlandais et luxembourgeois acceptent cette recommandation, acceptent en quelque sorte les règles du jeu, même si le gouvernement néerlandais émet des réserves assez fortes sur le rôle de la haute autorité et sur ses pouvoirs. Sans grande surprise, le gouvernement britannique, qui a bien sûr été informé, rejette le principe supranational et décline l'invitation. C'est la raison pour laquelle la CECA se fera à 6 pays. Alors, à Paris, dans le cadre de cette conférence diplomatique et négociation internationale, les discussions entre les 6 sont présidées par Jean Monnet en personne. Les négociateurs se concentrent d'abord sur les questions institutionnelles, qui sont évidemment importantes, et au cours de ces discussions, on voit par exemple que les délégués des 3 petits pays, si j'ose dire, du Benelux, qui craignent d'être dominés par un couple franco-allemand, ces 3 pays réclament un traité qui fixe très clairement les compétences accordées pour une durée limitée dans le temps à la haute autorité, tout simplement parce qu'ils craignent que la haute autorité puisse éventuellement abuser de ses pouvoirs. C'est la raison pour laquelle les 3 pays du Benelux suggèrent, demandent et obtiennent la création d'institutions politiques susceptibles de contrebalancer les pouvoirs de la haute autorité. Ce sera le Conseil des ministres, qui représente donc les États, les gouvernements.
Pour les rassurer, il est aussi décidé que ce Conseil des ministres pourra valider, via ce qu'on appelle une procédure d'avis conforme, le Conseil des ministres pourra valider les décisions les plus importantes de la haute autorité. Autre innovation sur le plan institutionnel, c'est qu'à la demande de certains délégués qui veulent apporter une touche plus démocratique au projet, une assemblée parlementaire, appelée Assemblée commune, est créée afin de représenter les peuples des États membres de la future communauté. Rien au sujet d'une éventuelle assemblée parlementaire ne figurait dans les projets de monnaie et dans le texte de la déclaration Schuman. Et puis enfin, les négociateurs des six mettent sur pied une cour de justice qui a pour fonction de veiller au respect du traité et de constituer une voie de recours éventuelle contre les décisions de la haute autorité. On voit donc bien qu'il y a des garde-fous demandés et obtenus par plusieurs délégations nationales autour de ce qu'est, de ce que sera et de ce que pourra faire cette haute autorité. Et puis, après avoir réglé la plupart des questions institutionnelles, les diplomates d'ici et les experts présents doivent régler des questions spécifiques, telles que plus spécifiques, plus techniques et plus économiques, telles que la question des investissements, la décartélisation de l'industrie lourde de la roue et la mise en place ou les conditions de la mise en place d'un véritable marché commun du charbon et de l'acier pour que celui-ci puisse fonctionner sur des bases saines et équilibrées de concurrence entre les industries, entre les industriels des 6 pays concernés. Malgré les difficultés techniques des questions à régler et les réticences de certains milieux industriels, on vient de voir, ce qui est assez frappant, c'est que les négociations diplomatiques à Paris avancent. Elles avancent relativement vite, elles avancent à bon train. L'enthousiasme des participants, qui sont tous conscients de participer à une œuvre historique, nouvelle, originale, y est évidemment pour beaucoup. C'est ainsi que le traité qui institue la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, peut être paraphé par les six délégations dès le 19 mars 1951. Comme c'est l'usage, le projet de traité est alors confié au ministre des Affaires étrangères des 6 pays pour résoudre les dernières questions pratiques, mais néanmoins très délicates, telles que la procédure de désignation des membres de la haute autorité, la répartition des sièges aussi à l'Assemblée commune. Et puis, après ces dernières mises au point, le texte est finalement signé par les 6 pays, par les représentants des 6 pays, à Paris, le 18 avril 1951. Les signataires sont Robert Schuman pour la France, Konrad Adenauer pour la République fédérale d'Allemagne, Paul Van Zeeland et Joseph Meurice pour la Belgique, le comte Carlo Sforza pour l'Italie, Joseph Bech pour le Luxembourg, Dirk Sticker et Jan van den Brink pour les Pays-Bas. Aujourd'hui, certains de ces personnages, surtout Schuman, Adenauer, Bech, sont considérés comme des pères fondateurs de l'Europe unie et donc de l'Union européenne. Je ne doute pas que vous aurez fait vos petits calculs et notez que la signature du traité se déroule moins d'1 an après la déclaration de Robert Schuman. Je pense que c'est sans doute un record dans l'histoire des relations internationales. Alors, les institutions qui sont créées par le traité de Paris au terme de ces négociations sont les suivantes. Une haute autorité, on a bien conservé ce projet et ce terme, qui est assisté d'un comité consultatif, une haute autorité donc, une assemblée commune, une cour de justice et un conseil des ministres. La haute autorité compte 9 membres. 9 membres qui sont choisis d'un commun accord par les gouvernements pour une durée de 6 ans. L'Assemblée, en ce qui la concerne, détient un pouvoir de contrôle. Elle est composée de 78 délégués qui sont issus de parlements nationaux et chaque État dispose d'un représentant au Conseil des ministres. Et puis enfin, la Cour de justice, elle est constituée de 7 juges qui sont eux aussi nommés par les gouvernements pour assurer le respect et l'application du traité. Alors, je l'ai dit, le caractère supranational de la haute autorité, c'est véritablement l'innovation fondamentale du projet de Schuman et de Monnet. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Eh bien, ça signifie simplement que les membres de la haute autorité, en fait, ils ne représentent pas l'intérêt de leur pays d'origine, puisqu'ils s'engagent par un serment devant la Cour de justice à défendre l'intérêt commun et collectif des 6 États membres. Quelles sont alors les compétences de ce collège de 9 membres? Elles sont réelles, ces compétences. Et cela selon les vœux
de départ de Monnet et de Schuman. À travers des décisions, des recommandations et des avis, la haute autorité veille au bon fonctionnement du marché commun du charbon et de l'acier, notamment en ce qui concerne son approvisionnement, l'établissement des prix les plus bas possibles, l'amélioration des conditions de vie et du travail de la main-d'œuvre ou encore la suppression des mesures protectionnistes. Dernier élément qui me semble assez notable, c'est que l'indépendance de la haute autorité tient aussi à son autonomie financière. Pour fonctionner, la haute autorité ne reçoit en effet pas de subventions des gouvernements nationaux, mais elle lève directement un prélèvement, une sorte d'impôt de 1% maximum sur le chiffre d'affaires des entreprises du charbon et de l'acier de la communauté. En fait, la haute autorité fonctionne comme un organe collégial composé de personnalités indépendantes. Elle constitue donc, sans doute, un embryon de gouvernement européen. C'est aussi ça la portée de la déclaration Schuman. Et bien sûr, avant de pouvoir entrer en vigueur, après sa négociation et sa signature, le traité qui institue la CECA doit être ratifié, c'est-à-dire qu'il doit être accepté par les parlements des 6 pays qui l'ont signé. Alors, au grand soulagement de Schuman et de Monnet, le processus de ratification du traité ne pose pas de problème majeur, même si beaucoup s'inquiètent dans différents pays des répercussions de la CECA sur l'industrie minière. Mais dans l'ensemble, on constate que ce sont les élus communistes qui se montrent les plus opposés au plan Schuman, qu'ils accusent d'être un instrument impérialiste dirigé à la fois contre les intérêts sociaux des travailleurs et contre les pays du bloc soviétique. Paradoxalement, c'est en France que la ratification est la plus difficile, car en plus des communistes, les élus gaullistes se montrent eux aussi très réticents, notamment en ce qui concerne le caractère supranational de la haute autorité. Le gouvernement, d'ailleurs, se trouve à plusieurs reprises en difficulté et doit prendre des engagements formels en ce qui concerne, par exemple, le ravitaillement de la sidérurgie française en coke pour obtenir, au final, la ratification. Finalement, le gouvernement français obtient de son Parlement la ratification du traité, ce qui permet enfin au traité de pouvoir entrer en vigueur en juillet 1952, et cela pour une durée de 50 ans. Il reste encore un point délicat, une pomme de discorde, c'est la question du siège des institutions de la CECA, qui en réalité a provoqué des tensions jusqu'à la dernière minute entre les 6 pays et leurs représentants. La candidature de plusieurs villes est sur la table. Liège, en Belgique, Luxembourg, Strasbourg, Sarrebruck, dans la Sarre, et même Turin, en Italie. Finalement, face à l'incapacité des ministres de trouver un compromis, plutôt de faire un choix définitif, trouve un compromis et on décide que la haute autorité de la CECA débutera à titre provisoire ses travaux à Luxembourg sur une proposition de Joseph Bech, qui est le représentant, le ministre luxembourgeois. Idem pour le Conseil des ministres et la Cour de justice, à Luxembourg également, tandis que l'Assemblée commune siège à Strasbourg, où elle peut, c'est pratique, partager ses locaux avec l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe. Alors, je ne parlerai pas ici et maintenant de l'histoire de la CECA en tant que telle et de son bilan, parce que le focus de ce webinaire anniversaire, c'est bien la déclaration Schuman en tant que telle. Mais j'espère vous avoir montré que ce discours du 9 mai 50 constitue une étape fondamentale et un jalon tout à fait fondateur dans l'histoire de l'Europe. La déclaration Schuman constitue en effet l'acte de naissance de l'Europe communautaire. Il y avait d'autres projets, il y avait d'autres réalisations en faveur d'une construction ou d'une unification européenne à la fin des années 40 et au début des années 50. Mais la déclaration Schuman change tout parce qu'elle, effectivement, c'est l'acte de naissance de l'Europe communautaire. Le plan Schuman ouvre une ère nouvelle et pacifique dans les relations entre les Européens. On peut donc dire que le charbon et l'acier sont à l'origine de la construction concrète de l'Europe parce que la création de la CECA répondait à une nécessité qui était de trouver une solution pratique aux problèmes urgents qui se posaient au début de 1950. Mais l'espoir à l'époque, c'est, je le répète, que des secteurs autres que le charbon et l'acier puissent suivre bientôt
afin de permettre la poursuite de la construction étape par étape d'une Europe unie que Monnet et Schuman voient comme les États-Unis d'Europe. Alors même si des compromis ont été nécessaires pendant la négociation du traité, on l'a dit, face aux résistances de plusieurs pays participants, le principe original d'une haute autorité avec des compétences supranationales a survécu, il est reconnu. 5 ans seulement donc après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le plan Schuman avait pour ambition de mettre fin à un antagonisme franco-allemand millénaire. Il avait aussi pour vocation de remédier à l'impuissance des organisations européennes de l'époque. Et enfin, il voulait ouvrir la voie vers une fédération européenne en favorisant le développement économique des pays membres. Grâce à une méthode tout à fait nouvelle, la déclaration Schuman permet donc de créer un cadre européen solide. Déclaration Schuman, autrement dit, c'est un acte de confiance à l'égard de l'Allemagne. Mais c'est aussi, tout le monde le sait, tout le monde en est conscient à l'époque, c'est aussi un saut dans l'inconnu. Néanmoins, en amarrant définitivement l'Allemagne de l'Ouest au monde occidental libre, et donc en réglant ce qu'on appelait à l'époque d'une façon pudique la question allemande, le plan Schuman rendait de facto impossible toute nouvelle guerre entre la France et l'Allemagne. Impossible et impensable. En conclusion, sont créées dès 1952, dans le traité de Paris, pour une communauté de 6 pays, des institutions qui, pour l'essentiel, sont encore celles de l'Union européenne d'aujourd'hui. L'Union européenne a 27. Oui, 27. On voit donc que des objectifs politiques et économiques se trouvaient réunis dans un projet révolutionnaire qui ouvrait, encore une fois, une page inédite de la construction de l'Europe et de l'histoire de l'Europe. 70 ans, presque jour pour jour, demain, après la déclaration Schuman, il était, je crois, important de s'en souvenir. Et je remercie encore une fois l'Université du Luxembourg et l'édic de l'Université du Luxembourg de nous offrir l'occasion de nous rappeler de tout cela. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci. On projettera maintenant le film qui nous replonge dans les premiers moments de la déclaration Schuman. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup.
est-ce que tu pourras reprendre le film là où il était interrompu? Oui, d'accord, un instant, s'il te plaît. Les aléas du direct. Les aléas ou les charmes. Ah oui, tout à fait. L'Europe n'a Non, tu peux laisser. D'accord. Laisser, ouais. Je profite de ce moment de préparatif pour inviter les participants à l'événement de formuler d'ores et déjà leurs questions par écrit, s'ils en ont. Vous pouvez le faire à partir de l'icône qui se trouve en bas de votre écran et les questions vont s'afficher sur le panneau du côté droit que l'orateur va suivre afin de donner suite à vos questions. L'Europe n'a pas de Bien, le sort s'acharne. Peut-être on va reprendre ça à la fin. Je vous invite à ouvrir les discussions. Si vous hésitez à poser des questions, moi j'ai quelques éléments à vous soumettre, à notre ordinateur. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi le traité de la CECA a eu 6 signataires et s'il s'agissait d'un projet éminemment européen, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait mention à d'autres références que l'Europe dans le texte de la déclaration Schuman? Oui, alors, pourquoi 6? 6, c'est important parce que ça n'est pas que les 6 de la CECA, ça sera quelques années plus tard les mêmes 6 pour la communauté économique européenne et pour l'Euratom, après la relance européenne du milieu des années 50 et la signature, les négociations, la signature et la mise en œuvre des traités de Rome. Alors pourquoi 6? Tout simplement parce que, je crois l'avoir dit, les Britanniques ont très vite, dans le courant du mois de mai, fait savoir à Schuman et à Monnet, qui avaient des connaissances et des interlocuteurs de l'autre côté de la Manche, donc on fait savoir que il ne fallait pas compter sur le Royaume-Uni pour une construction supranationale de l'Europe occidentale. Les Britanniques n'étaient pas par principe opposés à la construction d'une Europe commune, mais ils la voulaient sur des bases intergouvernementales, autrement dit selon un modèle classique de structure internationale. Schuman et Monnet le savaient parfaitement bien quand ils ont préparé le plan et ils se doutaient plus que fortement que le Royaume-Uni opposerait une fin de non-recevoir à la proposition française. Et puis en ce qui concerne les autres pays, classiquement, 3 grands, 3 petits, la France, l'Allemagne, l'Italie,
et puis 3 plus petits, les 3 pays du Benelux. Ce sont des pays qui ont à la fois compris l'intérêt politique et économique de la chose. Pour la Belgique, pour le Luxembourg, à moindre degré, pour les Pays-Bas, il y avait évidemment un enjeu économique majeur. C'était des pays qui étaient très industrialisés. La place du charbon, la place de l'acier dans la vie et le fonctionnement économique de ces pays était très, très marquée depuis longtemps. C'était des pays d'ailleurs où, en tout cas pour la Belgique, le secteur charbonnier était en grande difficulté. Et donc, il y avait un intérêt de collaborer, d'essayer de trouver le moyen de moderniser ensemble l'outil industriel, de créer de nouveaux débouchés. Et puis, il y avait d'autres pays comme l'Italie, comme l'Allemagne, qui avaient peut-être des intérêts économiques moindres dans cette histoire, mais qui, en revanche, eux, ont très très bien perçu la dimension politique du projet Schuman, puisqu'il permettait à l'Italie et à l'Allemagne, quelques années seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale, de retrouver leur place sur un pied d'égalité avec d'autres pays européens autour de la table commune. Puis les pays scandinaves, les pays du sud de l'Europe se trouvaient à l'époque, Espagne, Portugal, se trouvaient à l'époque dans des configurations politiques différentes. Ils étaient moins concernés par le charbon et l'acier, où ils se trouvaient dans des régimes peu démocratiques qui ne souhaitaient pas, eux non plus, je dirais, réduire ou restreindre une partie de leur souveraineté nationale. Et puis enfin, ces 6 pays ont l'habitude de travailler ensemble. Depuis la fin des années 40, les industriels, les sidérurgistes, les syndicalistes de ces pays se connaissent, travaillent ensemble, ont des relations suivies régulières de commerce et des relations personnelles. Et donc, ça a évidemment facilité beaucoup la négociation. Donc, c'est très assez spontanément que quelques heures après la déclaration Schuman, on savait que en fait 6 pays participeraient à cette nouvelle aventure. Puis pour répondre à votre deuxième question, qui est donc celle de la portée internationale, ou en tout cas de l'intérêt que Schuman pouvait porter aux enjeux internationaux autres que spécifiquement européens ou communautaires, ça me permet, c'est une question intéressante parce que ça me permet de dire une chose qui est souvent tue ou oubliée, qui est que dans la déclaration Schuman, dans le texte complet, j'ai dans mon exposé lu un petit paragraphe, et dans la petite vidéo, on a vu aussi, on a entendu une partie seulement de la déclaration. Mais dans le texte intégral, la dernière version, parce qu'il y a eu plusieurs versions intérimaires, mais dans la version définitive, qui est celle qui a été lue par Schuman et qui est celle qui fait foi, en quelque sorte, et qui a servi de base aux négociations, il y avait une allusion au continent africain. Schuman, effectivement, dans sa déclaration, évoque la possibilité et la nécessité pour la future communauté européenne de participer au développement du continent africain. Alors ça, c'est aujourd'hui la plupart du temps oublié, et en fait, cette allusion, en mai 1950, ne tombe pas du ciel, elle n'est pas là par hasard. C'est en dernière minute, quelques heures avant la déclaration Schuman, quand la déclaration donc, au salon de l'horloge du Quai d'Orsay à Paris, quand Schuman informe ou rassure plutôt ses collègues au sein du gouvernement, René Mayer, qui est ministre français, mais qui est surtout élu à Constantine, en Algérie, lui signale qu'il manque quelque chose dans cette déclaration et qu'effectivement, c'est peut-être un peu trop centré sur l'Allemagne, un peu trop européo-centré, et il ne faut pas oublier que l'Allemagne, la Belgique, que la France, pardon, et la Belgique sont en 1950 des puissances coloniales et que les possessions d'outre-mer de ces deux pays peuvent éventuellement être impactées par la création d'une nouvelle communauté et par le transfert d'une partie de souveraineté nationale à un nouvel organisme, la haute autorité. Et donc, c'est un élément assez original et intéressant de la déclaration Schuman qui est que, effectivement, Schuman ne se contente pas de penser et de trouver des solutions pour l'Europe. Schuman, en tant que ministre des Affaires étrangères, et même ensuite dans le cadre d'autres activités, même quand il n'aura plus de fonction élective de premier plan, continuera jusqu'à la fin de sa vie à s'intéresser beaucoup aux relations entre l'Europe et l'Afrique, ce qu'on appelait à l'époque un concept très particulier d'Eurafrique,
Schuman a toujours porté un intérêt et une curiosité tout à fait particulière à ces questions, et c'est donc ce qui sans doute permet d'expliquer que dans la déclaration Schuman, il y a une petite allusion que je crois nous ne devrions pas oublier aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour aller plus loin, est-ce que vous pouvez nous éclairer pourquoi la déclaration Schuman est considérée comme le premier pas de la construction européenne? Alors en fait, la déclaration Schuman n'est pas le premier pas de la construction ou de l'unification européenne. Il est le premier pas de l'intégration européenne, ce qui n'est pas la même chose. Les mots ici aussi ont un sens. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Européens ont déjà cherché à mettre en place des nouveaux organismes, des nouvelles organisations, des nouvelles institutions pour organiser de manière coordonnée leurs rapports, leurs relations et pour essayer de construire quelque chose ensemble pour l'avenir. Dans le cas du plan Marshall, par exemple, on a créé à Paris une organisation qui s'appelait à l'époque l'Organisation européenne de coopération économique. Mais là encore, il s'agissait d'une organisation intergouvernementale. En 1949, je pense y avoir fait allusion, on installe à Strasbourg le Conseil de l'Europe, qui est une organisation qui existe toujours aujourd'hui et qui est toujours à Strasbourg, qui est une organisation noble, qui a des objectifs tout à fait ambitieux et respectables, mais qui, là aussi, fonctionnait d'une manière strictement intergouvernementale, parce que les Britanniques, systématiquement, s'opposaient à ce que ces nouvelles structures, à ce que ces nouvelles institutions disposent de pouvoirs supranationaux. Le Benelux, autre modèle, plus petit, avec 3 pays, là aussi, il ne dispose pas de structures, de compétences et de moyens supranationaux. Et donc, au printemps 1950, tant Monnet que Schuman sont parfaitement conscients de cela. Ils le savent, et ils savent quelles sont les limites de ce qu'on a essayé auparavant et qui finalement ne donne pas les résultats escomptés ou ne donne pas les moyens nécessaires pour véritablement construire quelque chose de nouveau et enfin trouver une solution à la question allemande qui est en quelque sorte comment peut-on réintégrer l'Allemagne dans le concert des nations européennes sans effaroucher tous les partenaires et en restant sûr qu'il n'y aura pas cette fois-ci de risque ou de retour possible à un militarisme ou à un esprit de vengeance ou à une présence économique trop puissante qui ferait éventuellement du tort à des partenaires plus petits. Et donc c'est vraiment la déclaration Schuman, la déclaration, c'est le projet, le plan Schuman qui en quelque sorte innove totalement en disant ces solutions-là ont leur mérite, elles ont rendu des services et elles le feront sans doute encore, mais pour la question qui nous occupe cette fois-ci, et dans la situation d'urgence dans laquelle nous nous trouvons, il faut faire autre chose. Il faut trouver autre chose, il faut explorer une autre voie, il faut frapper un grand coup, et ça, c'est la démarche supranationale, et c'est la raison pour laquelle on peut dire, je crois, sans aucun doute, que ce plan Schuman est véritablement le coup d'envoi, non pas de l'unification européenne ou des efforts d'unification européenne, mais le coup d'envoi de l'Europe communautaire. Donc vraiment l'idée d'avoir une communauté où les pays membres partagent une partie de leur souveraineté nationale. Sur des domaines certes limités, mais néanmoins décisifs. Avant de vous adresser la suivante question, j'aimerais faire une remarque relative au Luxembourg. Vous avez mentionné que les premières institutions communautaires furent installées au Luxembourg, notamment la Haute Autorité et la Cour de justice. J'aimerais rajouter que suite à l'installation de ces institutions dans un lieu de travail provisoire en 1951, le provisoire s'est installé dans la durée. Comme ça. Oui, et Luxembourg a accueilli, après 1965 et après la fusion des exécutifs communautaires, d'autres institutions. Et en fait, par ce traité de fusion des exécutifs où les organes de la CECA,
Communauté économique européenne et de l'Euratom qui naissent suite au traité de Rome de 1957. Donc, suite à la fusion des exécutifs, il est convenu, il est établi que Luxembourg reste le siège des institutions à vocation juridique et financière. Et d'ailleurs, c'est suite au départ de l'Assemblée à Strasbourg et de l'installation, disons, plus permanente de l'Assemblée à Strasbourg que le Luxembourg reçoit en guise de compensation d'accueillir la Banque européenne d'investissement. Et donc, ça reste caractère de capitale des institutions européennes que le Luxembourg partage avec Strasbourg et avec Bruxelles. Strasbourg en tant que siège de l'Assemblée parlementaire, actuellement du Parlement européen, et Bruxelles comme siège de la Commission européenne. Et donc ce n'est qu'en 1992, et ça vient donc pour renforcer l'idée que ce n'est que le provisoire qui dure, parce que ce n'est qu'en 1992 que le sommet de Edinburgh fixe le caractère permanent de ces capitales européennes, donc Luxembourg, Strasbourg, Bruxelles, capitale permanente des communautés, ensuite de l'Union européenne. Je voudrais rajouter que Luxembourg rajoute un élément supplémentaire à cette constellation, parce que en 2019, lorsque les institutions européennes se dotent d'un volet numérique, c'est au Luxembourg que ce Big Data Center de la Commission européenne est installé. Et donc, l'université a la fierté d'avoir travaillé au serveur de ce Big Data Center qui donne cette empreinte digitale aux institutions européennes d'aujourd'hui. Donc, permettez-moi de vous poser une autre question. Est-ce que la déclaration de Robert Schuman a été source d'inspiration dans d'autres projets? Oui. Alors, petite insiste par rapport à ce que vous venez de dire. Effectivement, c'est aussi un élément sur lequel il faut, je crois, insister quand on évoque la déclaration Schuman, ou plutôt les conséquences les conséquences de la mise en œuvre de la communauté européenne du charbon et de l'acier. C'est qu'effectivement, le Luxembourg, au-delà des intérêts strictement économiques dans cette affaire, parce que le Luxembourg était une puissance sidérurgique très importante en 1950 à travers l'activité de l'Arbed, et vous avez signalé où se trouve aujourd'hui l'université du Luxembourg, sur un ancien site industriel de l'Arbed. Mais effectivement, quand Joseph Bech, voyant que on ne parvient pas à trouver de solution pour le siège de ces futures institutions, or le temps presse pour que les communautés puissent entrer en vigueur, quand il fait la proposition de Luxembourg comme siège des institutions à créer, ça n'a pas fait plaisir à tout le monde dans le pays. Il y a eu des gens très favorables à cela, il y a eu des gens qui étaient un peu, si pas hostiles, en tout cas craintifs, parce que personne, encore une fois, quand j'ai parlé tout à l'heure à dessein d'un saut dans l'inconnu, personne ne savait concrètement ce que cela impliquait. Combien de fonctionnaires cela allait impliquer? Comment accueillir ces gens dans une capitale qui était plus petite par nature que Paris, Bruxelles, Rome ou les autres villes dont j'ai cité le nom comme candidates potentielles. Et donc, c'est un des grands mérites du gouvernement luxembourgeois et de Joseph Bech à titre personnel, d'avoir réussi le tour de force en quelques semaines, en quelques mois, de mettre à disposition des nouvelles institutions qui se mettaient en place, des bâtiments, des infrastructures, une logistique, du personnel, pour qu'effectivement, dès juillet 1952, les institutions puissent fonctionner. Vous avez dit à juste titre que l'Assemblée avait son siège à Strasbourg, mais il ne faut pas oublier que dès 1952, le secrétariat général du Parlement, lui, est à Luxembourg. Donc, dès le départ, le Parlement européen est basé à la fois à Luxembourg, ça c'est l'aspect, je dirais, administratif, ce sont les fonctionnaires, et puis, à échéance régulière, les députés, eux, se réunissent à Strasbourg. Et donc, on voit que ce sont toutes ces questions ont encore aujourd'hui, en 2020, une certaine actualité.
sur le fonctionnement et sur la dispersion de certaines institutions. Excusez-moi, j'ai oublié la deuxième partie de votre question. Je vous demandais en quoi la déclaration Schuman est une source d'inspiration. Oui, effectivement. En fait, ce qu'on constate, c'est assez amusant, c'est qu'au début des années 50, dans la mesure où les négociations, d'abord, dans la mesure où la déclaration Schuman, le plan Schuman, sont relativement bien acceptées, les négociations se passent relativement bien. Et je dis à quel point Monnet joue à titre personnel un rôle très important dans ces négociations, parce que Monnet, il y est tous les jours, c'est lui qui négocie. Schuman, il est ministre, il ne participe pas de façon quotidienne aux négociations en cours lors de la conférence diplomatique. Il a d'autres chats à fouetter, il a d'autres responsabilités, il a d'autres dossiers urgents, il doit s'occuper de son gouvernement, il doit s'occuper du Parlement français, mais Monnet, lui, est à la manœuvre pour faire accoucher, si j'ose dire, ce futur traité. Et dans la mesure donc où les choses se déroulent relativement bien, puisque, je le répète, mais c'est important, en moins de 2 ans, si j'ose dire, l'affaire est bouclée et les institutions peuvent entrer en fonction, ce relatif succès et cet enthousiasme pour l'Europe à la Monnet ou à la Schuman va effectivement susciter, je dirais, d'autres projets. Pas exactement les mêmes, mais qui tous quand même s'inscrivent sciemment ou non de la déclaration Schuman. C'est ainsi qu'on voit apparaître entre 1952 et 1954 toute une série de projets qui n'ont pas abouti et qui visaient par exemple à créer une communauté européenne des transports, disposant lui aussi d'une haute autorité spécifique pour le domaine des transports. De même a-t-on créé, et c'est évidemment très intéressant aujourd'hui en 2020 par rapport à la situation du coronavirus que nous connaissons tous, mais peu de gens savent encore qu'entre 1952 et 1954, dans la foulée, non pas une conséquence, mais dans la foulée, dans le même esprit que la déclaration Schuman, la France a fait une autre proposition originelle, c'était celle d'une communauté européenne de la santé, qui elle aussi aurait disposé d'institutions très similaires à celles que l'on était encore en train de négocier pour la CECA. Je ne suis pas devin, mais si au début des années 50, on avait réussi à créer une communauté européenne de la santé, peut-être la situation actuelle serait-elle différente ou gérée différemment. Même chose pour une communauté européenne de la pêche, une communauté européenne de l'agriculture, avant donc les projets de politique commune agricole, de la PAC. Donc effectivement, le succès, le retentissement de la déclaration Schuman et de la négociation pour la mise en place de la CECA a inspiré en France et en Allemagne d'autres projets plus ou moins similaires. La différence, c'est que ces projets n'ont pas abouti. Ces projets ont été des échecs parce que les partenaires autour de la table n'étaient pas toujours les mêmes. Ce n'étaient pas toujours les mêmes 6 États membres. D'autre part, on a assez rapidement confié la responsabilité de la négociation pour ces projets soit à l'OECE à Paris, soit au Conseil de l'Europe à Strasbourg. Et là, comme je vous l'ai dit, il s'agissait d'organes intergouvernementaux et en fait, ça voulait confier ces projets à ces institutions, ça voulait dire en fait les condamner à mort parce que plusieurs pays systématiquement s'opposaient à ce que ces nouvelles communautés puissent disposer un jour de la moindre, virtualité supranationale. Néanmoins, je pense que c'est effectivement un succès peu connu de la déclaration Schuman, c'est d'avoir eu, en quelque sorte, d'avoir fait, si pas des petits, mais en quelque sorte, d'avoir inspiré d'autres projets au début des années 50, dans une période qui, manifestement, était une période propice pour l'idée européenne. Je vous remercie beaucoup pour cela. Je rajouterai encore un élément. Le mode de vote à l'unanimité qui fut un des éléments principaux de la CECA a été dans un premier temps un élément fédérateur parce qu'il fallait avancer tous en même temps ensemble. Par la suite, ce vote à l'unanimité est devenu un des éléments de l'insuccès de l'une ou l'autre des initiatives parce que le consensus n'arrivait pas à transcender les intérêts nationaux qu'on défendait les uns ou les autres. On vous remercie encore une fois pour ces réponses.
Je voudrais passer la parole à ma collègue Joanna Da Silva, qui est en charge de la permanence de l'EDI, qui est accueillie au Learning Center de l'Université de Luxembourg et qui présentera l'exposition que les archives du Parlement européen ont bien voulu nous mettre à disposition en mode virtuel et en avant-première. Je voudrais dire encore que l'université et nous serons fiers de pouvoir accueillir cette exposition à l'automne lorsqu'on reviendra, on l'espère, à des meilleures conditions de convivialité. J'en ai la parole. Merci beaucoup, Elena. Je vais, voilà, vous voyez l'écran. Donc, voilà. Donc, à l'occasion du 70e anniversaire de la Déclaration Schuman, considérée comme l'acte fondateur de la construction européenne, une exposition virtuelle et physique lui est consacrée. L'exposition est le résultat d'une coopération entre la direction des bibliothèques et des instruments du savoir et les archives du Parlement européen. Elle a aussi été rendue possible grâce au soutien d'autres services du Parlement européen, en particulier le secrétariat général, la direction générale des services de recherche parlementaire, la direction générale de la communication, la direction générale des infrastructures et de la logistique, la direction générale de la traduction, ainsi que la direction générale de l'innovation et du support technologique. Au début, il était prévu de proposer une exposition traditionnelle, mais suite à l'ampleur de la crise sanitaire liée au Covid-19, elle contient à la fois un volet physique et numérique. Cette exposition multilingue est composée d'une vingtaine de panneaux qui réunissent des textes et une iconographie originale afin de décrire les enjeux politiques et économiques dans le contexte de l'époque. Donc, l'exposition retrace le contexte historique, les coulisses de la déclaration Schuman et les continuités avec un large choix de documents provenant de l'Union européenne et de collections privées. Initialement, avant le confinement, il était prévu d'installer l'exposition physique à Strasbourg, Bruxelles, Luxembourg et aussi dans les locaux de plusieurs bureaux de liaison, d'institutions partenaires et de bibliothèques partenaires et affiliées. L'exposition sera également accueillie à l'Université de Luxembourg. Comme alternative, l'exposition est actuellement mise en ligne sous forme numérique sur le site d'Europeana, qui est une plateforme numérique lancée en novembre 2008 par la Commission européenne. Elle donne accès à des ressources numériques des institutions culturelles de l'Union européenne. Et maintenant, nous vous donnons un avant-goût de cet événement. Et là, je suis maintenant sur le site Europeana. Donc, vous allez sur europeana.eu. Après, vous choisissez dans le menu Exposition. Et là, vous voyez l'exposition 70e anniversaire de la Déclaration Schuman, 9 mai 1950. Et voilà, pour vous montrer un peu présenter un peu la structure de cette exposition virtuelle, je vais commencer par le chapitre consacré à la jeunesse de Schuman au Luxembourg. Voilà. Donc, vous voyez ici le certificat de naissance de Robert Schuman. Donc, son nom entier, c'est Jean-Baptiste Nicolas Robert Schuman. Il est né le 29 juin 1886 à Clausen, Luxembourg, fils d'une mère luxembourgeoise et d'un père né français, mais allemand à la suite de l'annexion de la Lorraine par l'Allemagne en 1871. Schuman est allemand de naissance. Il devient français à partir de 1919. En bas, vous voyez des photos des parents de Robert Schuman. Donc là, c'est Jean-Pierre Schuman et Eugénie Schuman-Duren. Après, en bas, vous voyez une photo du jeune Schuman avec sa mère. Et la dernière photo, voilà, ça c'est le jeune Schuman qui se trouve en bas au milieu. Ça c'est une photo de classe de l'Athénée où il a appris l'allemand et le français. Et voilà, donc c'est tout. Vous voyez qu'il y a toujours des documents, donc ici des photos.
le certificat de naissance et toujours aussi, les documents sont accompagnés par un texte d'explication, donc de description. Donc, pour clôturer ma présentation, je vais vous montrer un deuxième chapitre intitulé « Robert Schuman, premier président de l'Assemblée parlementaire européenne ». Voilà. Donc, Robert Schuman est élu premier président de l'Assemblée parlementaire européenne le 19 mars 1958 et il occupe cette fonction jusqu'en mars 1960. Et là, sur cette photo, donc cette photo, elle a été prise le 10 mai 1960 afin de marquer le 10e anniversaire de la déclaration Schuman. L'Assemblée parlementaire européenne rend hommage à son ancien président et adopte par acclamation une résolution dans laquelle elle déclare que Schuman, et je cite, a bien mérité de l'Europe. Après, en bas, vous voyez les mémoires que Robert Schuman a rédigées avant son décès. Et voilà, le dernier document qui figure dans ce chapitre, c'est une plaque commémorative à l'entrée du bâtiment Schuman à Luxembourg. Voilà, donc je vous invite à aller sur le site Europeana pour découvrir cette exposition vraiment très réussie. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joanna, pour votre explication. Voilà, notre conférence virtuelle touche à sa fin. Je vous remercie beaucoup, l'orateur, le webmaster, les participants surtout qui ont été autour de nous aujourd'hui, où on a plongé dans un passé qui nous montre les racines de liberté, de solidarité, de partage de l'Europe liées à la déclaration Schuman et liée à Luxembourg. Vous avez vu par le lieu de naissance de Robert Schuman et par les débuts de cette première communauté à Luxembourg. Cette année, la célébration du 9 mai ne pourra pas être faite comme on s'était habitué et comme on l'a fait notamment l'année passée lorsque Luxembourg a fêté pour la première fois cette date en tant que jour férié, comme je l'avais mentionné au début. Mais cela a fait que des partenaires de l'année passée, notamment la représentation de la Commission européenne au Luxembourg, le Bureau des liaisons du Parlement européen, la Fondation du mérite européen et ensuite le mouvement européen, et à nos côtés aujourd'hui. Et d'ailleurs, la présidente du mouvement européen, l'ancienne députée européenne et figure politique du Luxembourg, Astrid Lulling, a adressé un message aux participants à notre manifestation qu'on va afficher pour que vous puissiez en donner lecture. On relira sur nos réseaux sociaux. Le mouvement européen et les militants européens du Luxembourg nous invitent de revenir aux valeurs de solidarité et donc d'utiliser le 9 mai comme jour de fête, certes, mais aussi jour de réflexion autour du projet européen. D'ailleurs, demain, dans cette forme non conventionnelle, néanmoins fédératrice, la représentation de la Commission européenne, le Bureau de liaison du Parlement européen et la ville de Luxembourg invitent les citoyens, les associations, tous et toutes, à rejoindre une plateforme numérique et fêter le 9 mai ensemble. Vous voyez les éléments d'identification de cette plateforme qui sera accessible dès minuit et où vous pouvez aller dans cette communion virtuelle avec toutes les sources coagulées autour de l'Europe. La conférence d'aujourd'hui a été enregistrée et la conférence et les supports pédagogiques, le PowerPoint de notre orateur, le film, extrait des archives historiques ainsi que les liens vers l'exposition seront mutualisés sur cette plateforme même du Luxembourg pour le 9 mai et par
pardon, et par la suite sur le site de l'EDIC de l'Université de Luxembourg. En vous remerciant de votre participation autour de ce sujet hautement symbolique lié aux racines de l'Europe, je remercie Étienne Deschamps, le conférencier, Joanna da Silva, le Parlement européen ainsi que l'Université de Luxembourg et tous nos collègues qui nous ont aidés à préparer cet événement. Et on vous donne rendez-vous au prochain événement web qui sera début juin. Merci et bonne fête à l'Europe.